Quelles sont les règles relatives à la durée de la garde à vue? Le principe est que tout manquement aux règles qui régissent les délais de garde à vue ou les conditions de leur prolongation entraîne la nullité de la mesure. Nous allons distinguer la durée de droit commun de celle intéressant la garde à vue des mineurs. Voyons d'abord ce qu'il en est de la durée de droit commun. La durée initiale de la garde à vue ne peut excéder 24 heures. Le point de départ de la garde à vue est l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si le placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, l'heure du début de la garde à vue est fixée à l'heure du début de l'audition. Si la personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure. La prolongation de la garde à vue est possible pour un nouveau délai de 24 heures, au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. 3 conditions cumulatives sont nécessaires pour que la prolongation de la garde à vue soit régulière. Le crime ou le délit, objet de l'enquête, doit être puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 1 an. La prolongation doit être l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés plus haut. En principe, le magistrat ne peut donner son autorisation que si la personne gardée à vue lui a été préalablement présentée, éventuellement par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Cependant, à titre exceptionnel, l'autorisation peut être accordée par une décision écrite et motivée sans présentation préalable. Le non-respect de ces conditions entraîne la nullité de la mesure. De la même manière, le constat du dépassement de la durée légale de la garde à vue entraîne l'annulation des actes réalisés au cours de la mesure. Enfin, dès le début de la prolongation de la garde à vue, les droits attachés à cette prolongation doivent être notifiés à l'intéressé. Dans des situations exceptionnelles, la durée de la garde à vue peut être prolongée au-delà de 48 heures. En matière de criminalité organisée, le législateur a prévu la possibilité de 2 prolongations supplémentaires de 24 heures. La garde à vue peut donc durer 96 heures, soit 4 jours. En matière de terrorisme, la loi a aménagé la possibilité de prolonger la garde à vue pour 24 heures supplémentaires, renouvelables une fois, soit 2 périodes supplémentaires par rapport à la criminalité organisée, s'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger, ou si les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement. Au total, la garde à vue en matière de terrorisme peut donc durer 144 heures, soit 6 jours. Voyons maintenant la durée de la garde à vue des mineurs. Le principe est l'application de la durée de droit commun, 24 heures pouvant être prolongées de 24 heures supplémentaires. Pour les mineurs de 10 à 13 ans, seule une mesure de rétention est possible durant 12 heures, avec l'accord préalable du magistrat avisé de la mesure, son renouvellement étant possible avec présentation obligatoire au magistrat. Pour les mineurs de plus de 13 ans, le placement en garde à vue est possible, selon les conditions de droit commun. La loi prévoit des conditions particulières s'agissant de la prolongation de la garde à vue d'un mineur. Il ne peut y avoir de prolongation de la garde à vue sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. Il ne peut y avoir de prolongation possible de la garde à vue d'un mineur âgé de 13 à 16 ans en cas de délit puni d'une peine inférieure à 5 ans d'emprisonnement. Quelles sont les garanties accordées à la personne gardée à vue? La garde à vue est une mesure de contrainte contrôlée par l'autorité judiciaire. Un magistrat du ministère public visite les locaux de garde à vue une fois par an, contrôle le registre tenu à cet égard et adresse un rapport à la chancellerie. L'autorité judiciaire est avisée par tout moyen dès le début de la mesure. Celle-ci, contraignante et pouvant être déstabilisante, est entourée de garanties pour préserver la dignité de la personne qui l'a subie et lui permettre d'exercer un grand nombre de droits. Comment est préservée la dignité de la personne gardée à vue? La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Ainsi, seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. Les policiers ne doivent donc pas utiliser la garde à vue comme moyen d'humiliation ou de pression. Les fouilles intégrales sont strictement réglementées et limitées à l'hypothèse dans laquelle elles sont indispensables pour les nécessités de l'enquête ou la sécurité des personnes. La personne gardée à vue doit également bénéficier d'une information. Rappelons une évidence,
La personne placée en garde à vue ne peut exercer ses droits que si elle en est préalablement informée. L'information communiquée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire porte sur le placement en garde à vue, sa durée, la possibilité de sa prolongation, la qualification des faits, la date et le lieu présumé de l'infraction que la personne est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre, les motifs justifiant le placement en garde à vue, le droit de faire prévenir un proche, l'employeur, ou pour les personnes de nationalité étrangère, les autorités consulaires, le droit d'être examiné par un médecin, le droit d'être assisté par un avocat, s'il y a lieu le droit d'être assisté par un interprète, le droit de consulter dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation les procès-verbaux de notification et d'audition, le droit de présenter des observations au procureur de la République ou au juge d'instruction pour qu'il soit mis fin à la garde à vue, le droit, lors des auditions et après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire. Un document énonçant les droits précités doit être remis à la personne dans une langue qu'il comprend lors de la notification de sa garde à vue. La notification de ces droits est supposée intervenir dès le placement en garde à vue, qui rétroagit au moment où la personne est privée de sa liberté d'aller et de venir. Dans une lecture pragmatique, cette condition de délai est modulée par la jurisprudence. Ainsi, la notification des droits intervenue 35 minutes après le début de la mesure de garde à vue a été jugée admissible, ce délai correspondant au temps nécessaire à la patrouille de police accompagnée de l'intéressé pour se rendre au commissariat. S'agissant du droit de faire appeler un proche et de prévenir son employeur ou du droit d'être examiné par un médecin ou de faire aviser une autorité consulaire, l'information donnée à ce tiers doit intervenir au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du moment où l'intéressé en fait la demande. Évoquons maintenant le droit au silence. Il s'agit ici, conformément à la jurisprudence instaurée par la Cour européenne des droits de l'homme, de permettre à la personne suspecte de ne pas s'auto-incriminer en procédant à des déclarations dont elle ne mesurerait pas toutes les conséquences. La personne gardée à vue doit donc être informée du droit lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, mais également de se taire. S'agissant de l'examen médical, celui-ci peut être demandé par la personne placée en garde à vue, par l'officier de police judiciaire, mais également par un membre de la famille de la personne gardée à vue, si aucun examen médical n'a été sollicité. Dans ce cas, l'examen est de droit. Il donne lieu à un certificat médical versé au dossier de la procédure. Le médecin doit déterminer la compatibilité entre l'état de santé du gardé à vue et la mesure. Il peut pour cela procéder à toute constatation utile. La conclusion de l'autorité médicale s'impose à l'autorité judiciaire qui ne peut exiger la continuation de la mesure en cas d'avis médical contraire. S'agissant de l'information donnée à des proches, le gardé à vue peut faire prévenir par téléphone ses proches, c'est-à-dire une personne avec laquelle il vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs, ou son curateur ou son tuteur. Cependant, si le procureur de la République ou le juge chargé de l'information le décide, cette information peut être reportée pour une durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder 24 heures. L'objectif est ici de ne pas préjudicier aux investigations lorsque, par exemple, une perquisition est envisagée. Qu'en est-il de l'intervention de l'avocat en garde à vue ? Il faut ici rappeler un principe essentiel de notre droit. L'article préliminaire du Code de procédure pénale interdit de fonder une décision de condamnation sur les seules déclarations auto-incriminantes faites en l'absence d'avocat. L'avocat, prévenu par les enquêteurs, intervient pour un entretien avec son client dès le début de la garde à vue, puis éventuellement dès le début de la prolongation. Dans ces deux hypothèses, l'entretien dure 30 minutes et doit s'effectuer dans des conditions qui garantissent sa confidentialité. Afin de garantir l'effectivité de ce droit et de laisser à l'avocat sollicité le temps de se déplacer, le Code de procédure pénale prévoit un délai de carence de 2 heures, suivant l'avis adressé à l'avocat par l'officier de police judiciaire. Aucune audition ne peut intervenir durant ce délai, sauf circonstances exceptionnelles. La loi limite l'accès de l'avocat à certaines pièces de la procédure. Il ne peut consulter que le procès-verbal de placement en garde à vue, le certificat médical, le procès-verbal d'audition. Il assiste ensuite aux auditions de son client ainsi qu'à divers actes d'enquête.
Si la personne gardée à vue entend renoncer à l'assistance d'un avocat, cette renonciation doit être libre et éclairée. Si malgré une première renonciation, la personne gardée à vue change d'avis et demande un avocat, elle doit pouvoir bénéficier de l'assistance de celui-ci dès qu'elle en fait la demande. Qu'en est-il de la fin de la mesure de garde à vue? La fin de la mesure de garde à vue est décidée par l'autorité judiciaire, sous la direction de laquelle l'enquête est menée. Si le magistrat ordonne la présentation du gardé à vue devant lui, le Code de procédure pénale dispose que celle-ci doit intervenir le jour même. Si aucune décision de poursuite ou de présentation n'est prise à l'issue de la mesure, la personne entendue, librement ou gardée à vue, peut, un an après la mesure, demander au procureur de la République à consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations. Le procureur de la République doit, lorsque l'enquête lui paraît terminée, et s'il envisage de poursuivre la personne, aviser celle-ci ou son avocat de la mise à disposition d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'1 mois. Le procureur doit aviser la victime ayant déposé plainte qu'elle dispose des mêmes droits. Pendant ce délai d'1 mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l'action publique, hors l'ouverture d'une information judiciaire ou la mise en œuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité.